Claudia quitta la maison un jeudi matin ensoleillé à 7h15, comme tous les jours depuis des années. Elle prit un café, fit soigneusement son sac, vérifia qu'elle n'avait rien oublié, portefeuille, clés, portable, rouge à lèvres. Elle embrassa rapidement son mari, encore en pyjama dans la cuisine, puis franchit la porte avec ce « au revoir » machinalement propre à ceux qui répètent la même scène chaque matin. Son fils dormait encore dans sa chambre. Son mari lui fit un signe de la main par la fenêtre, la regardant monter dans la voiture et quitter le garage. À 7h52, il consulta son portable, attendant le message habituel, ce « je suis arrivé » qui arrivait chaque jour sans faute. Rien. Il trouva cela étrange, mais se dit qu'elle avait peut-être oublié de l'envoyer, qu'elle était peut-être occupée à se rendre chez le médecin. À 8h20, l'étrangeté fit place à l'inquiétude. Il envoya un message. « Tout va bien ?» Pas de réponse. À 9h, sentant une oppression grandissante dans sa poitrine, il appela. Le téléphone sonna plusieurs fois, mais personne ne répondit. Elle appela le cabinet médical où elle travaillait. La secrétaire répondit et dit avec surprise que Claudia n'était pas arrivée, que les patients attendaient déjà, et elle ne donna aucune explication. La journée s'écoula sans aucun signe de vie, sans aucun message, sans aucun appel. L'absence de Claudia commença à envahir tout l'espace où, auparavant, ne régnait que certitude et routine. Elle avait 47 ans et travaillait comme réceptionniste dans un cabinet de médecine générale depuis près de 10 ans. C'était le genre d'employé qui connaissait tous les patients par leur nom, qui se souvenait des allergies de chacun, qui prenait des nouvelles de la fille de tel ou tel, qui accueillait chaleureusement chaque personne dès son arrivée. Les médecins lui faisaient entièrement confiance. Ils savaient que l'accueil était entre de bonnes mains, que les rendez-vous seraient bien organisés, que rien ne serait oublié. Elle était mariée depuis 25 ans au même homme, un mariage qui avait débuté dans leur jeunesse et qui avait résisté à des décennies de factures à payer, de crises financières et aux disputes habituelles de tout couple vieillissant. Elle était la mère d'un fils unique de 23 ans, qui vivait encore avec eux, un jeune homme qui travaillait à temps partiel et étudiait le soir, cherchant encore sa voie. La maison était petite mais confortable, dans un quartier calme où il connaissait tous les voisins. Claudia maintenait une routine ponctuelle et régulière qui apportait à la famille un sentiment de stabilité. Elle partait toujours de chez elle à 7h15 du matin, jamais avant, jamais après. Elle prenait sa voiture, roulait 21 minutes jusqu'au bureau et se garait toujours au même endroit. Vers 7h50, déjà garée ou à peine arrivée, elle envoyait un message à la conversation de groupe familial qui ne comprenait qu'elle, son mari et son fils. « Je suis rentrée ». C'était une simple habitude prise des années auparavant, lorsque son fils était adolescent et qu'elle voulait les rassurer sur son arrivée au travail. Même après qu'il ait grandi, cette habitude a perduré, ce signal quotidien que tout allait bien, que la routine suivait son cours. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Ces derniers mois, cependant, de subtils changements sont apparus dans le comportement de Claudia, de petites variations que sa famille a remarquées sans y prêter attention. Elle semblait fatiguée d'une manière différente de la fatigue habituelle de quelqu'un qui travaille toute la journée et s'occupe de la maison. C'était une fatigue plus profonde, qui se lisait dans ses yeux, sa posture, sa façon de se déplacer dans la maison, comme si chaque geste lui demandait un effort immense. Elle parlait moins pendant le dîner, qui avait toujours été le moment de la journée où la famille se réunissait pour partager ses impressions sur la journée de chacun. Avant, Claudia racontait des anecdotes amusantes sur ses patients, sur des événements survenus au bureau, et commentait les actualités qu'elle avait vues. Maintenant, elle mangeait en silence, répondant par monosyllabes lorsqu'on lui posait une question. Physiquement présente mais absente à tout le reste. Elle passait plus de temps enfermée dans sa chambre après le dîner. Avant, elle restait au salon avec son mari et son fils à regarder la télévision, à discuter, simplement à profiter de leur présence. Maintenant, elle finissait de manger, se levait de table, allait dans sa chambre et fermait la porte. Elle restait enfermée, à faire quoi? Personne ne le savait vraiment. Son mari frappait parfois à la porte pour lui demander si elle allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Elle entrouvrait la porte et disait que tout allait bien, qu'elle était juste fatiguée, que c'était le rythme effréné du travail qui l'épuisait. Il la croyait, car cela lui semblait une explication plausible. Tout le monde a des périodes plus fatigantes au travail. Personne n'insistait vraiment, personne n'osait pousser la porte pour aller voir ce qui se passait. D'autres signes apparurent, mais furent mal interprétés ou complètement ignorés par la famille.
Claudia commença à souffrir d'insomnie, se réveillant en pleine nuit. Son mari la trouvait assise dans le salon plongée dans l'obscurité, le regard absent. Il lui demandait ce qu'elle faisait, pourquoi elle ne dormait pas. Elle répondait qu'elle n'arrivait pas à se déconnecter, qu'elle pensait au travail, aux factures à payer, aux soucis habituels. Il lui suggérait de boire un thé, d'essayer de se détendre. Elle acceptait, mais restait assise là jusqu'aux petites heures du matin. Elle commença à maigrir visiblement, ses vêtements devenant de plus en plus amples. Son fils fit remarquer que sa mère paraissait plus mince. Son mari s'en réjouissait, disant qu'elle se plaignait toujours de vouloir perdre quelques kilos. Ils ne se rendirent pas compte qu'elle ne mangeait pas correctement, qu'elle laissait la moitié de son assiette, qu'elle allait dans sa chambre affamée mais sans envie de manger. Claudia commença également à s'éloigner de ses amis. Elle avait toujours eu un petit groupe d'amis, collègues et paroissiens, qui se retrouvaient une fois par mois pour prendre un café et discuter. Il a commencé à annuler ses rencontres sous divers prétextes, maux de tête, engagement de dernière minute, fatigue, extrême. Ses amis ont trouvé cela étrange et lui ont envoyé des messages pour savoir si tout allait bien, si quelque chose s'était passé. Claudia a répondu que tout allait bien, que c'était juste une période chargée, qu'elle reviendrait bientôt. Mais il n'est pas revenu. Il s'est peu à peu éloigné, laissant les amitiés se détériorer sans explication. Au travail, les changements étaient également perceptibles pour quiconque y prêtait attention. Claudia avait toujours été joyeuse, communicative, de ces personnes qui égayent une pièce. Ces derniers mois, elle était devenue plus sérieuse, plus renfermée et souriait moins. Elle s'occupait des patients avec la même efficacité qu'auparavant, mais sans cette chaleur humaine qui la caractérisait. Une collègue qui travaillait avec elle depuis des années l'a remarquée et l'a prise à part un jour. Elle lui a demandé prudemment si tout allait bien à la maison, si elle rencontrait des problèmes. Claudia a esquissé un sourire et a répondu que tout allait bien, que c'était simplement de la fatigue, qu'elle vieillissait et qu'elle ne pouvait plus suivre le rythme. Sa collègue a ri, croyant à une plaisanterie, et n'en a plus reparlé. Claudia a également commencé à faire de petites erreurs à l'accueil, oublier de confirmer les rendez-vous, programmer les mauvais horaires, égarer des documents importants. Les médecins l'ont convoquée pour discuter, inquiets car ce comportement était inhabituel chez elle. Elle s'est excusée, a promis d'être plus attentive, a expliqué qu'elle avait simplement été distraite mais qu'elle allait s'améliorer. Ils ont accepté son explication car ils lui faisaient confiance, car une décennie de travail impeccable ne pouvait être effacée par quelques erreurs récentes. Elle s'est mise à faire des choses étranges à la maison, des choses qu'on ne remarquerait que plus tard. Elle rangeait des tiroirs en désordre depuis des années, triait de vieux vêtements pour les donner et nettoyait des placards que personne n'ouvrait jamais. Son mari s'est même étonné qu'elle soit dans une phase de rangement. Elle disait que c'était bien de ranger de temps en temps pour alléger l'atmosphère. Elle payait ses factures à l'avance et laissait les documents importants dans un dossier étiqueté sur son bureau. Elle a noté ses mots de passe bancaire, de carte de crédit et de comptes en ligne sur une feuille de papier et l'a glissé dans une enveloppe au nom de son mari. Quand il l'a trouvée et lui a demandé ce que c'était, elle a répondu que c'était bien qu'il le sache au cas où il en aurait besoin un jour, que c'était juste une précaution. Il a trouvé ça responsable de sa part et n'y a plus pensé. La semaine précédant sa disparition, Claudia a serré son fils dans ses bras plus longtemps que d'habitude un matin, lorsqu'il est parti travailler. Il a trouvé ça bizarre et lui a demandé si tout allait bien. Elle a acquiescé, disant qu'elle voulait simplement serrer son fils dans ses bras, qu'il avait trop grandi et que l'époque où il était petit lui manquait. Le jeune homme a esquissé un sourire gêné, lui a rendu son étreinte et est parti. Il ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait d'un adieu déguisé en geste maternel. Claudia a également eu une conversation étrange avec son mari mardi soir. Elle lui a dit qu'il avait été un bon mari, qu'elle était reconnaissante pour toutes ces années passées ensemble, qu'elle savait que cela n'avait pas toujours été facile, mais qu'elle appréciait ses efforts. Surpris par cette déclaration soudaine, il l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'il était reconnaissant lui aussi, mais il n'a pas saisi la tonalité finale de ses paroles. Jeudi matin, Claudia se réveilla plus tôt que d'habitude. Allongée dans le lit à côté de son mari encore endormi, elle fixa le plafond, le ventilateur arrêté et les ombres des réverbères filtrant à travers les rideaux. Elle finit par se lever, prit une longue douche et s'habilla soigneusement de sa tenue de travail, un pantalon noir, un chemisier blanc et ses chaussures plates confortables qu'elle portait tous les jours. Elle se maquilla, chose inhabituelle,
car elle se maquillait rarement pour aller travailler. Elle se coiffa et se parfuma. Elle descendit à la cuisine et prépara du café pour elle et son mari, comme à son habitude. Elle but son café en regardant par la fenêtre le petit jardin où elle cultivait quelques plantes. Son mari descendit en pyjama, le salua et s'assit pour prendre le café avec elle. Ils parlèrent de choses banales, ce qu'il allait faire de sa journée, si leur fils serait en retard, à quelle heure elle rentrerait du travail. Rien de spécial, juste une matinée ordinaire. Claudia se leva, porta la tasse à l'évier et la lava soigneusement. Elle prit le sac à main accroché à la chaise et en vérifia le contenu. Elle observa son mari quelques secondes de plus que d'habitude. Il était absorbé par son téléphone portable et ne s'en aperçut même pas. Elle s'approcha, lui donna un baiser rapide et lui dit un « à plus tard », tout à fait naturel. Elle sortit à 19h15 précise, comme toujours. Le mari s'est approché de la fenêtre et, comme tous les jours, lui a fait un signe de la main en la regardant monter dans la voiture. Elle a fait marche arrière pour sortir du garage, s'est engagée sur la rue et lui a rendu son salut. Le mari est retourné à la cuisine pour finir de préparer le café. Les caméras de surveillance du quartier ont filmé la voiture de Claudia suivant son itinéraire habituel vers le cabinet médical. Mais à un moment donné, elle a dévié de son chemin. Les caméras de circulation ont ensuite montré sa voiture prenant une autre sortie, dans la direction opposée à celle de son travail. Elle a roulé pendant près de 40 minutes, quittant la ville pour s'engager sur une route menant aux communes voisines. La voiture a été retrouvée 3 jours plus tard sur un point de vue désert, au bord d'une route, garée face à une profonde vallée. Elle était verrouillée, propre, sans aucune trace de violence. Son sac à main se trouvait sur le siège passager, avec son portefeuille, ses papiers et son téléphone portable éteint. Les clés étaient sur le contact, mais Claudia n'était pas là. Elle n'était ni dans la voiture, ni dans les environs immédiats. La police a mené des recherches approfondies dans le secteur. Des chiens renifleurs ont été utilisés, mais ils ont perdu sa trace à quelques mètres de la voiture. Des drones, des hélicoptères et des équipes de secours spécialisées ont été déployées. La vallée, les bois environnants et les routes secondaires ont été ratissés. Rien. Aucun signe, aucun vêtement, aucune trace de son passage. Son téléphone portable a été analysé. La dernière activité remontait à 7h43 ce matin-là, lorsqu'elle avait ouvert l'application de cartographie et recherché l'adresse du point de vue. Ensuite, le téléphone s'est éteint. Plus aucune activité, aucun message, aucun appel. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. Le mari était complètement désemparé lorsqu'il appela le bureau à 9h ce matin-là et découvrit qu'elle n'était pas arrivée. Il passa la journée entière à appeler les hôpitaux, la police, tous ceux qui pourraient avoir des informations. Lorsque la police retrouva enfin la voiture quelques jours plus tard, on l'emmena sur place pour l'identifier. Il vit sa voiture garée dans cet endroit isolé et s'effondra à genoux, incapable de comprendre comment elle était arrivée là, pourquoi elle était allée à cet endroit, ce qui s'était passé. Le fils était sous le choc. Il ne pouvait pas concevoir que sa mère, cette présence constante dans sa vie, ait pu disparaître sans rien dire, sans laisser d'explication. La police perquisitionna leur maison à la recherche d'indices. C'est alors qu'ils découvrirent l'organisation excessive, les vêtements triés pour être donnés, le dossier de documents, l'enveloppe contenant les mots de passe. Ils trouvèrent également un vieux journal intime dans une boîte, dans le placard. Les dernières entrées, écrites au cours des semaines précédentes, évoquaient un épuisement profond, un sentiment de vide, l'incapacité de continuer à faire semblant que tout allait bien. « Je ne supporte plus de me réveiller chaque jour face à la même chose », disait une entrée. « Est-ce que quelqu'un me voit vraiment ?» pouvait-on lire sur une autre page. « J'en ai marre d'être invisible dans ma propre vie », était écrit sur la dernière page. Le mari lut le message et réalisa trop tard que la femme avec qui il avait partagé son lit pendant 25 ans lui était devenue étrangère. Qu'il ne lui avait jamais vraiment demandé comment elle allait, jamais insisté lorsqu'elle disait être simplement fatiguée, jamais vraiment perçu la souffrance qu'elle portait en silence. Le fils s'en veut d'avoir été si absorbé par sa propre vie qu'il n'a pas vu sa mère s'éteindre lentement sous ses yeux. Ses amis regrettent de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas être allé chez elle lorsqu'elle a commencé à se replier sur elle-même. Ses collègues se sentent coupables d'avoir accepté son « je vais bien » sans poser de questions. Les mois ont passé. Claudia est restée introuvable. Les recherches ont été suspendues après des semaines sans la moindre piste. L'enquête est toujours en cours, mais sans avancée.
Son mari et son fils vivent toujours dans cette maison, mais elle paraît désormais trop vide, trop silencieuse, hantée par son absence. Le groupe WhatsApp familial est toujours actif, mais le dernier message date de mercredi soir, une brève réponse à une question de son fils. Le fameux « Je suis rentré » quotidien n'est plus jamais revenu. Le cabinet a embauché une nouvelle réceptionniste, mais les anciens patients disent encore que ce n'est plus pareil, que Claudia leur manque, elle qui les accueillait avec son sourire même les jours difficiles. Le mari consulte encore son téléphone, portable tous les matins à 7h50, dans l'attente d'un message qu'il sait ne jamais recevoir. Sa voiture a été retirée du point de vue et égarée dans le garage, recouverte d'une bâche, intacte. Personne n'ose la vendre, s'en débarrasser, comme si la garder là était une façon d'entretenir l'espoir qu'elle revienne, et explique tout. Mais la porte ne s'ouvre jamais. Le « je suis là » ne revient jamais. Et Claudia est quelque part que personne ne sait, ou nulle part, juste un autre silence que personne ne savait entendre quand il était encore temps.